Oh, c'est bon. Finalement, on n'a que nos 10 minutes habituelles de retard, donc ça va. Donc bonsoir. Voilà, comme d'habitude, mon petit laïus. Donc ce soir, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez pas ce que c'est Kotlin. Kotlin, je sais même pas comment on dit. Kotlin. Il paraît que c'est un peu mieux que Scala, mais bon, j'ai du mal à y croire. On va voir. Comme d'habitude, buffet qui se déroulera juste derrière dans le... Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Merci à nos sponsors qui nous permettent de bien manger à chaque fois. Et comme on mange bien, il y a un peu de monde, parce qu'il y a d'autres jugs en France qui font pas de buffet, et du coup, il n'y a personne. Donc je pense que c'est important. Donc merci Yoosphère, Ortis, Kim, Serial, Soprasteria, Calice et Ilem. Voilà, comme d'habitude, les prochains événements. Alors, je ne vous cache pas qu'au mois de décembre, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste Devoxx for Kids. Voilà, il y a juste ça. Si vous voulez inscrire vos enfants, c'est trop tard. Parce que de toute façon, les places sont parties en 25 minutes. Et n'essayez même pas les listes d'attente, j'ai 46 personnes. Donc, voilà. Et je vous avais promis que ça serait très rapide. Voilà, moi j'ai fini. Bonne soirée. Alors, Code for Fun, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Attendez que je retrouve mes petits. Tac, tac. Alors, Code with Fun, Kotlin. On va faire une présentation assez rapide. 1h30, c'est assez court pour faire le tour d'un langage, mais on va néanmoins essayer de voir d'un côté la syntaxe, voir les variations qu'il y a sur la syntaxe, et puis on va aller vers des choses qui sont assez intéressantes et qui vont, je vais essayer de vous montrer en fait l'intérêt de ce langage et pourquoi ça vaut le coup de s'y pencher. Juste mon pseudo Twitter. Moi je suis donc je fais du Java depuis 99, on va dire. J'ai toujours évolué entre société de services, éditeur, et puis également plusieurs fois j'étais dans des projets où c'était ma boîte. Donc plusieurs projets, donc ils n'ont pas tous réussi. Voilà, alors on va d'abord regarder ce langage, d'où est-ce qu'il vient. Et ça, vous allez voir que c'est un élément assez important, parce que ça a des impacts sur comment est-ce qu'il a été designé. Il vient de IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA, aujourd'hui, c'est à peu près entre 7 et 8 millions de lignes de code. C'est un projet qui a été créé en l'an 2000, et à ce moment-là, ils ont fait le choix de Java, ce qui n'était pas une mauvaise idée. Le langage a montré qu'il a duré dans le temps, qu'il était assez pratique. Mais derrière, ils ont construit en fait le socle d'IntelliJ IDEA entièrement en Java, et puis ils se retrouvent avec ce nombre de lignes de code assez monstrueux. Chaque année, ils produisent à peu près 500 000, 600 000, 700 000 lignes de code, je crois avoir vu. Et ils se servent de ce socle aussi pour travailler sur d'autres langages. Ils font des outils pour Ruby, ils parsent plein d'autres langages. Et ça leur a à la fois permis d'aller vraiment dans le détail d'un certain nombre d'autres langages et de se rendre compte aussi qu'il y avait des développeurs dans d'autres langages qui étaient plus heureux que les développeurs Java. Et pour leurs besoins propres, ils se sont dit, ouais, nous, c'est super, on travaille, on fait des outils pour des langages qui sont hyper intéressants, mais nous, on est un peu bloqué avec ce choix qu'on a fait de Java au début, et qui n'est pas forcément le langage le plus intéressant maintenant, quoi, en l'an 2000, au moment où ils décident de lancer le projet. Donc, leur choix, leur besoin, c'était d'améliorer la productivité. Comme ils ont énormément de lignes de code à gérer, ils ont besoin d'un niveau de productivité important. Et ils ont fait ce choix de se dire, on va carrément se créer notre outil, notre langage pour améliorer la productivité, sachant
que, sachant qu'on lit énormément de code, c'est-à-dire que ça c'est leur constat, c'est de dire finalement on écrit du code, c'est bien, mais surtout on l'écrit une fois, mais on le lit 10 fois, 15 fois, 20 fois. Il faut, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le code de JetBrains sur leurs plugins, sur les trucs qui sont open source. Il y a très peu de doc, quasiment pas de doc, c'est que du code, des méthodes courtes, mais le but du jeu c'est celui qui revient derrière, il lit le code, il doit le comprendre avant de commencer à le modifier. Donc, un élément très important quand ils ont choisi de designer, quand ils ont conçu en fait la syntaxe de Kotlin, c'était d'arriver à quelque chose le plus lisible possible. Et comme ils ont 7 millions de lignes de code, ils ne vont pas les jeter. Donc, le but du jeu, c'était d'intégrer en fait le code qu'ils allaient produire à partir de maintenant dans une base de code existante. Donc, une productivité qui a été poussée à son maximum. Et c'est là où, de tous les langages de la machine virtuelle actuelle, c'est là où on est au niveau d'interopérabilité le plus important. Que ce soit tous les langages, Clojure, Groovy, Scala, etc., n'arrivent pas au niveau d'interopérabilité de Kotlin. C'était la petite blague quand ils ont lancé leur truc, leur projet. Ils ont commencé à travailler dessus en 2000. En 2011, ils en ont parlé de manière publique. Ils ont dit bon, à la fin de l'année, on devrait arriver en bêta à la fin de l'année. Voilà, ce qui m'a permis de me rendre ridicule il y a 2 ans en disant c'est bon Kotlin, vous pouvez y aller lors d'une presse ici sur Genève. Non, on en était encore loin. Là, on arrive aux premières versions 1.0 bêta. La version 1 doit sortir avant la fin de l'année. Eh bien, allons-y. On va aller voir. Donc, vous pouvez m'interrompre. Il n'y a pas de... Je vais me mettre là pour que je puisse voir tout le monde. Et puis, on va voir directement. Alors, j'ai fait le choix de faire vraiment du code pour vous montrer vraiment que ça fonctionne, quoi, et que vous voyez à la fois l'écriture, l'outillage et tout ce qui va avec. Alors, c'est bon, vous voyez bien? Oui. Donc là, on est dans un fichier Kotlin, donc extension KT. Et puis on va commencer avec du classique. Donc on va faire notre classique Hello Geneva Jug pour commencer à voir la syntaxe. Donc là, on voit, alors déjà on a les raccourcis clavier d'avant qui marchent toujours, ce qui est toujours agréable, on n'est pas perdu. J'ai écrit une fonction main, je ne suis pas dans une classe. Je n'ai pas besoin d'avoir une classe pour écrire une fonction. Donc là, je suis sur le namespace qui correspond à mon package. Alors, en termes de mots-clés, tout ce qui est méthode, c'est fun. Donc vous aurez toujours ça. D'où le super titre de la présentation. On n'a pas de mot-clé void, parce que, alors là, il y a un peu plus de cohérence par rapport à Java. L'équivalent du mot-clé void, en fait, c'est un type de retour, et qui est type de retour unit. Donc je peux marquer mon type de retour unit, ça produit le même résultat. Et ça, vous verrez que très souvent en Kotlin, si quelque chose n'est pas obligatoire, eh ben, on peut l'enlever. Et donc au fur et à mesure, on arrive à une syntaxe de plus en plus claire. Donc plutôt que mettre un void devant, je dis mon type de retour, c'est unit, mais comme je n'ai pas besoin de le préciser, je ne le mets pas. Différence avec Java, on inverse le nom du paramètre et son type. Donc comme en Flex ou dans d'autres langages, j'ai mon nom de paramètre et son type qui suit. Différence fondamentale avec Java, je n'ai pas de point-virgule. Et ça, c'est un point hyper important, quoi. Le point-virgule, c'est tellement années 80 que je pense que c'est ça qui a tué un certain nombre de langages. Dart est mort, je pense, à cause du point-virgule. Là, au moins, on n'a pas le point-virgule. Ce langage pourra durer, a plus de chances de durer. Alors, ouais. C'est parce qu'il n'y en a pas besoin. Par défaut, sur un appel de fonction, si c'est unit, tu n'as pas besoin de le mettre. Voilà.
Tu vas le mettre surtout quand tu vas déclarer une fonction et tu vas préciser le type de retour de la fonction. Là, pareil, en fait, le point virgule, je pourrais le mettre. Hein, c'est juste qu'il y arrive sans. Alors ensuite, je vais écrire comme j'écrirai en Java, puis après, je vais revenir sur du Kotlin. Donc, une variable, c'est var. Et donc, je vais dire name, string, et puis là, je dis nul. Et puis, je dis name égale Geneva. Et puis, je vais remplacer ça par $name. OK. Donc là, on voit plusieurs choses nouvelles. On a de l'interpolation dans les chaînes de caractères, donc ça qu'on a déjà vu dans d'autres langages. Et là, je l'ai écrit comme j'aurais écrit en Java. C'est-à-dire qu'en Java, tous les types, par défaut, sont nullables. En Kotlin, c'est quelque chose qui est vraiment, dès le départ du langage, en fait, on précise si la variable peut être nulle ou pas. Alors, si c'était du Java, ce serait un string, point d'interrogation. En fait, on se rend compte que dans notre code, c'est rare qu'on ait besoin d'avoir quelque chose qui peut être nul, quoi. Généralement, on travaille avec quelque chose qui ne va pas être nul, quoi. C'est plutôt l'exception quand le type peut être nullable que quand le type est nullable, que quand le type n'est pas nullable. Donc là, typiquement, la plupart du temps, on va travailler avec des objets qui ne seront pas nullable. Et donc à ce moment-là, tout de suite, il me précise, il me dit attention, tu as un problème parce que tu as essayé de mettre nul sur d'affecter la valeur nulle à quelque chose qui n'est pas nul. Donc, on va écrire généralement plus souvent quelque chose comme ça. Et puis là où il est aussi assez plutôt intelligent, le compilateur, c'est qu'il fait de l'inférence de type. Donc c'est qu'il évalue, quand on fait une affectation, il évalue la partie droite de l'affectation pour déterminer son type. Et donc, il va utiliser ça pour affecter, pour déterminer le type de la variable. Et donc là, typiquement, je peux enlever le type string. Et si je vais sur ma variable, que je vois en direct, il sait très bien qu'il est en train de travailler sur une string. Je ne suis pas sur quelque chose de dynamique, non, c'est du statique, mais inféré. Donc, on va écrire plus souvent des choses comme ça. Et après, alors, ce qui permet de faire aussi, ce qu'il ajoute comme fonctionnalité, c'est qu'il différencie directement les types mutables des types non mutables. Donc, si on veut préciser que en fait, notre variable, en fait, elle est non mutable, et bien à ce moment-là, ça devient une val. Et donc là, on arrive à quelque chose de plus classique en Kotlin. Alors, j'ai oublié je voulais poser une petite question quand même pour commencer. Qui est-ce qui a déjà fait au niveau des langages, pour savoir qui connaît quel type de langage, qui est-ce qui a déjà fait du Groovy? Et en prod, qui en a livré en prod? Ok, personne. Du Scala? Ok, en prod? Pareil, même résultat. Bon, s'il y en a un en prod? Ah oui. Clojure? Et en prod? Ok. Et qu'est-ce qui a déjà codé qui a codé du Kotlin? En prod? Pas encore. Ça va arriver. Bon. Ok. Ok, donc là on a vu déclaration d'une fonction, les variables, le type nul. Alors maintenant on va voir un peu au niveau des classes comment ça se passe. Donc déclarer une classe en Java, c'est assez simple, c'est ça. Donc ça c'est du code qui compile. Alors je l'ai appelé jug, j'aurais pu l'appeler empty parce qu'elle ne fait rien, mais c'est un nouveau type qui a été déclaré. Je n'ai pas besoin de mettre de bloc s'il n'y a pas besoin de bloc. Là à nouveau je vais vous l'écrire en version Java et je vais revenir sur du Kotlin, ensuite. Alors si on l'écrivait en Java, on dirait alors que j'ai une variable name qui est de type string. En fait, je vais avoir un bloc init et puis je vais dire this.name égale name. Donc là, il me dit de quoi tu me parles. Alors, la déclaration du constructeur en Kotlin,
on déclare ce qu'on appelle un constructeur primaire qu'on déclare en même temps que le type de la classe. Donc là, j'ai défini ma classe jug, et ici, je lui définis un constructeur primaire, et je vais lui dire, tu prends un paramètre qui est name, et puis qui va être une string. Et donc là, en faisant ça, je déclare à la fois mon type jug et son constructeur primaire. Je vais rajouter une fonction, je vais dire fun greetings, et je vais dire 2 points. Alors pareil, là je l'écris un peu de manière longue, mais pour vous montrer la différence, je retourne, et puis là je vais reprendre mon hello name jug. Ok, donc là je vais remplacer ça par jug égale, et là jug. Alors j'ai pas de mot-clé new, c'est directement à partir du moment où je fais nom de classe, où j'ouvre la parenthèse, c'est que je suis en train d'appeler mon constructeur, et println jugs.greetings. Ok, on vérifie que ça marche toujours, c'est bon. Donc ça c'est la version, on va dire, Java. Alors, comment on va l'écrire en Kotlin? Alors déjà, sur les appels de fonctions, on a aussi de l'inférence de type. C'est-à-dire que très souvent, et on va se rendre compte que ça arrive régulièrement, on va avoir nos méthodes qui vont faire une seule ligne. Donc plutôt que d'ouvrir un bloc, en fait, on peut directement dire égal. Et à ce moment-là, l'inférence de type, elle fonctionne aussi. Donc il est capable d'évaluer que la partie droite, ça va renvoyer une string, donc je n'ai pas besoin de déclarer mon type string. Donc j'ai raccourci ma méthode au maximum. Alors on pourrait se dire que c'est un petit joujou, mais en fait on se rend compte que très souvent, on se retrouve avec des méthodes qui sont très petites, et finalement on va créer nos méthodes. Ça va plus être une façon limite de documenter le code, parce que on va donner des noms qui vont être explicites, et puis on va avoir des petits traitements qui vont être faits. Donc on va déjà le réduire comme ça. Et ensuite, autre chose assez intéressante qu'on va utiliser assez souvent, on peut dans le constructeur déclarer directement nos champs. Donc là, typiquement, plutôt que de dire name est une variable que j'utilise pour initialiser mon champ name, je vais écrire directement var name string. Et donc là, j'ai déclaré ma classe, une propriété et voilà, et le constructeur primaire. Ok, c'est bon, pas de questions. Ouais, j'aurais pu mettre val, oui, tu as raison. Ouais. Oui, non, il n'y a pas de raison que ça change là. Alors, on a aussi des énumérations. Alors, on va faire une énumération qu'on va appeler language, et puis je vais dire en hello, es tac, hop, voilà, et puis fr tac, bonjour. On va regarder un peu l'héritage et tout ça, comment ça fonctionne. Donc là, mon enum, elle prend une valeur. On va l'appeler greet, string. Ok. Et puis, je vais changer ma classe et je vais lui passer en paramètre le langage. Et puis là, je vais remplacer ça par et là, je vais dire language. Alors, tac. Et là, je vais dire language.greet. Ok. Donc, l'interpolation, soit dans les strings, soit je mets $ et directement je référence une variable. Après, je peux mettre des expressions.
Donc là, dès que j'ai besoin d'une expression, je mets accolade et dedans, je mets ce que je veux comme code. Je peux faire une évaluation, faire un if, else, etc. Je fais ce que je veux et ça ce sera remplacé au moment où il générera la string. Donc là, ça fonctionne, sauf que ici, il n'est pas super content parce que j'ai rajouté un paramètre. Alors là, on va voir un autre... alors je vais réduire un peu. On va voir un autre truc qui est assez sympa, c'est que je peux définir des valeurs par défaut. Donc, et ça, c'est valable aussi bien donc, dans les constructeurs que pour tous les appels de méthode. Sur vos paramètres, vous pouvez définir des valeurs par défaut. Donc ça va vous permettre aussi énormément de réduire votre code, c'est-à-dire que on voit très souvent en Java un constructeur qui a 4 paramètres, qui est appelé par un constructeur qui a 3 paramètres, qui est appelé par un constructeur qui a 2 paramètres, qui a 1 paramètre, qui a 0 paramètre, et puis chaque fois, on passe notre valeur par défaut. Bon, là, on en fait un seul de constructeur qui a ces 4 paramètres, par exemple, qui a ces 4 valeurs par défaut, et puis on va préciser uniquement l'élément qu'on souhaite changer. Et on peut aussi, quand on appelle une fonction ou un constructeur, on peut utiliser des variables, on peut nommer en fait, on peut nommer nos variables. Donc là, par exemple, si je dis là, par exemple, j'ai changé l'ordre d'appel, j'ai donné d'abord mon langage et ensuite mon nom. Bon, c'est quelque chose qui est des fois intéressant quand on veut être explicite, quand on veut préciser, quand on veut rendre le code plus lisible, de dire, plutôt que de te repérer par rapport à l'emplacement de ton paramètre, on va donner cette information supplémentaire en plus. Et puis justement, quand on a par exemple une fonction qui a 4 paramètres avec des valeurs par défaut et qu'on veut changer le troisième, et ben on va changer juste le troisième. Voilà, alors on va encore faire un petit truc, on va déclarer une fonction, une classe ESJug par exemple, qui va étendre jug. Donc elle va prendre un, voilà, et elle va passer en paramètre donc non, et elle va dire voilà, et puis on va faire la même chose avec n, tac, et n, jug. Donc là, j'ai déclaré deux classes qui héritent de ma classe jug. Donc là, il n'est pas content parce que il nous indique que le type est final. Alors ils ont fait des choix. Ils ont dit par défaut, une classe, elle est définie comme final. Donc si je veux lui permettre qu'elle soit étendue, à ce moment-là, je dois indiquer je dois rajouter le mot-clé open pour dire derrière, quelqu'un va pouvoir l'étendre cette classe. Alors, ils ont fait des choix comme ça, souvent assez tranchés. C'est-à-dire que par défaut, on est public. C'est-à-dire que là, je n'ai jamais précisé public, private, etc. Par défaut, on est en mode public. C'est eux, dans leurs lignes de code, dans les lignes de code qu'ils ont analysées, en fait, là, ils ont fait un choix pragmatique et pas un choix forcément défensif. Ils ont fait un choix pragmatique. Ils ont dit on a beaucoup plus de méthodes qui sont publiques. Donc, si on veut écrire moins de code, on va mettre par défaut en public. Ok, alors je vais juste vous montrer. Alors on va juste faire, on va faire val jugs égale list-of, et puis là on va dire alors jug de Geneva, hop, Geneva, en de London, et puis ESJug de tac Madrid. Ok. Et puis là, on va itérer là-dessus. On va dire J, et puis J.Greetings. Tac, tac. Ok. Et donc là, on peut voir que le type qui est inféré ici, il m'a inféré un type liste de jug. Il a
repérer, quoi, regarder l'arbre d'héritage, le point commun, et donc c'est une liste de jogs. Ok, donc là, on a vu le début de la syntaxe, on va aller un petit peu plus loin. Et donc on va créer un nouveau fichier. Ok. Alors, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler foo, qui va prendre une valeur qui va être i et qui va être un integer. Alors, on va faire un println de ce foo de 1. Et donc là, comme en Java, on arrive, ce qui nous est affiché, en fait, c'est un emplacement en mémoire, c'est la référence, c'est le pointeur en fait vers notre objet. Alors, on a un petit truc assez sympa qui est le mot-clé data. Et donc le mot-clé data, ça nous rajoute des petites choses derrière. Ça nous rajoute déjà une implémentation de toString. Donc par défaut, il va utiliser les champs et il va utiliser ça pour écrire la valeur pour décrire l'objet. Et puis, il va aussi nous implémenter d'autres choses comme foo de 1. Il va nous implémenter ça. Il va nous implémenter le equals, le hashcode. Et puis, au passage, un truc qui est absolument dingue, mais égal, égal, ça fait ce qu'on pouvait attendre, ce qu'on aurait pu imaginer, ça fait equals. Ça fait ce que font beaucoup de langages en fait. Et si on veut accéder à l'identité, eh ben, à ce moment-là, on fait le triple equals et on accède à l'identité. Donc ça, c'est pas mal. Après, on va pouvoir faire foo de 1 plus foo de 2. Alors là, il ne connaît pas, il ne voit pas de quoi je parle. Donc là, je peux lui rajouter un opérateur. Alors je vais dire foo plus foo, ça va renvoyer foo. Et puis, alors je vais l'écrire directement, comme je vous ai montré qu'il y avait l'inférence de type. Je ne suis pas obligé d'utiliser un bloc, je vais directement faire le égal, et puis en fait, je vais même enlever tout de suite ça, et je vais dire foo plus foo. Alors ça donne un nouveau foo, dont la valeur sera égale à ma valeur actuelle, plus la valeur de l'autre foo. D'accord ? Et donc là, foo de 1 plus foo de 1 égale foo de 2. Alors, on va pouvoir définir des opérateurs, on ne va pas pouvoir définir tous les opérateurs. Mais on va avoir aussi, on va avoir, si je veux faire foo de 1 inférieur à foo de 2, donc là pareil, il me dit je ne connais pas, ok, rajoute compare, donc compare là la signature, ça commence à vous dire un peu quelque chose, et donc là, je fais i moins foo de i, ce qui me demande un integer, là ça fonctionne. Et ce qui est assez génial, alors, parce que c'est quand même plus sympa, parce que compare, on est toujours là, alors attends, il faut que ce soit négatif, il faut que ce soit positif, voilà. C'est quand même plus simple d'avoir le signe inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Et ça, truc absolument incroyable, si je fais now égale instant de now, je fais now inférieur à now plus une seconde, eh bien, ça fonctionne. Pour tous les compares qui existent, tous les objets Java ou tous les objets que vous avez développés qui implémentent compare, vous allez pouvoir les comparer directement avec les supérieurs, inférieurs, etc. Donc ça va quand même, ça peut vous simplifier le code. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Les fonctions. Alors, Kotlin est un langage qui vient de l'objet, mais qui a des possibilités de programmation fonctionnelle. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Et notamment, on peut, comme dans un certain nombre d'autres langages, passer en paramètres des fonctions.
avoir des fonctions qui utilisent d'autres fonctions en paramètres. Donc par exemple, je vais prendre une fonction qui s'appelle apply, qui va prendre un foo, un deuxième foo, et qui va prendre comme troisième paramètre une fonction, je vais appeler func. Cette fonction, elle prend deux foo, et elle renvoie un foo. Alors c'est pas hyper palpitant, mais l'important c'est plus le principe. Et donc là, je vais dire, cette fonction, ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'exécuter ma fonction en prenant le paramètre A et le paramètre B. D'accord? Donc, le troisième paramètre de ma fonction, c'était une fonction, et il l'exécute en prenant les deux premiers paramètres qui ont été passés par ici. Alors, je vais supprimer ça. On va voir comment on va l'utiliser. Donc là, je vais dire val ret égale apply, et puis je vais prendre un premier foo, un foo 2, 3, et puis là, il faut que je lui passe en paramètre une fonction. Donc, comment est-ce qu'on peut passer une paramètre en fonction? Alors, on a plusieurs possibilités. On peut déclarer une fonction, créer une autre fonction. Donc là, je vais créer une fonction qui s'appelle sum, qui prend un a foo, qui prend un b foo, et qui renvoie a plus b. Comme j'ai défini mon opérateur plus au-dessus, je peux l'utiliser directement comme ça. Et là, comme en Java 8, alors, oui, j'ai oublié de vous préciser, le bytecode qui est généré, c'est du bytecode Java 6. Donc là, tout ce que vous voyez s'exécute en Java 6, ce qui peut être assez intéressant quand on travaille dans des endroits où ils ont du mal à mettre à jour leur JVM, il y a un processus qui est un peu long, voilà. Donc là, je vais pouvoir, comme en Java 8, passer une référence à ma fonction. Et donc là, je vais faire OK, et apply, et il m'a bien passé mes deux paramètres, et c'est cette fonction-là qui s'est occupée de faire l'exécution. Alors ça, c'est la première façon de référencer une fonction. Deuxième façon, une fonction peut être attribuée à une variable ou à une valeur. Donc là, je vais définir une variable. Alors sum, je vais lui donner le même type que ma fonction qui était là-haut. Je recopie. Et puis l'implémentation de ça, je vais l'écrire un peu comme les lambda. Je vais dire AB renvoie A plus B. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Pardon? Ah, j'ai une parenthèse, ouais. OK. Et donc là, on voit bien que ça n'est plus utilisé. Et il m'exécute toujours la même chose. Alors, comme on a l'inférence de type et qu'il évalue la partie droite, finalement, ce qui peut être plus sympa, c'est d'enlever carrément ça. Donc j'enlève la déclaration au niveau de ma variable. Par contre, à ce moment-là, il faut que je lui dise c'est quoi A, c'est quoi B. Donc là, il faut que je rajoute A, c'est un foo, et B, c'est un foo. Et donc là, mon bloc de code est autosuffisant pour définir ce que c'est qu'une fonction. Il a les paramètres en entrée, et les résultats, il fait l'inférence de type, et donc il sait que c'est un foo. Donc, j'exécute ça. J'arrive toujours mon résultat, super. Et puis, je peux aussi directement, le passer en paramètre. Là, je peux passer mon bloc, ma lambda, directement en paramètre de ma fonction. Alors là, vous voyez que c'est bien mon troisième paramètre de mon appel à apply. Mais comme dans d'autres langages, je crois que c'est Groovy qui fait la même chose, on peut, quand le dernier paramètre d'un appel de fonction est une lambda, la parenthèse qui est ici, en fait, je peux l'enlever. Et je mets ma parenthèse ici. Alors on se dit, tiens, c'est un peu bizarre, mais en fait, ça va nous permettre derrière d'avoir des syntaxes qui vont être hyper sympas, très légères, où on n'a plus
une fermeture de parenthèse dont on ne sait plus à quoi elle correspond. Et on va pouvoir faire des enchaînements de blocs qui vont être assez pratiques. Ok, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre là? C'est bien de faire de tête, mais... alors, dans les petites fonctionnalités supplémentaires... Ah oui, si. Un truc important. On peut... Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement importante, c'est qu'on peut faire ce qu'ils appellent des extensions de classes. Et sur une classe existante, on va pouvoir rajouter une méthode, même si elle n'avait pas été prévue au départ. Vous prenez que ce soit une classe du JDK ou une classe d'une librairie, vous prenez une string, vous avez besoin de lui rajouter une méthode, ben vous lui rajoutez une méthode. Typiquement, les integers, il leur manque vraiment un truc, c'est la méthode foo. Et la méthode foo, ce qu'elle fait... Quoi? Ouais, non, elle crée un foo. Et donc là, je vais pouvoir remplacer mes différents appels par un foo plus si foo égale, hop là, j'ai une parenthèse en trop. Et donc là, j'ai cette foo. Donc ça, c'est pas mal. Et je peux aussi rajouter des propriétés à des classes existantes. Donc sur int, plutôt que de lui rajouter une fonction qui s'appelle foo, je peux lui rajouter une propriété, une valeur qui va s'appeler foo. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un getter. Alors, un getter, ça s'écrit comme ça. Je crois, j'ai oublié quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai pas défini que c'était un foo. Voilà. Et donc là, ça me permet d'écrire mon code comme ça. Alors ça, c'est assez sympa quand ça... Ou si vous l'utilisez dans des DSL, par exemple, où vous allez utiliser des ordres de grandeur, des kilos, des volumes, des choses comme ça, ça vous permet d'écrire des DSL qui vont être assez faciles à comprendre. Et puis, alors contrairement, c'est des choses qui existent en C#, mais en C#, l'extension, elle est dans une librairie à côté, et puis en fait, elle arrive dans votre machine virtuelle, vous ne savez pas d'où elle vient. Là, c'est réellement avec des imports, tout dépend des imports. Donc, si je l'ai déclaré juste ici, ce sera disponible que juste ici. Vous n'avez pas des effets de bord qui peuvent partir dans tous les sens. Donc, extension de fonction. Après, il y a des types qui sont intéressants. Il y a un type range. Donc, par exemple, vous faites de 1 à 15. Là, il va me déclarer en fait toutes les valeurs qui vont de 1 à 15. Et puis, je vais en profiter pour vous montrer que je suis en Java 6, mais je peux travailler avec les collections et avec tout ça, comme tout ce qui est itérable, comme en Java 8, sous forme de lambda que j'enchaîne. Donc là, par exemple, filtre. Oui. Mais c'était pour certains exemples. C'était pour avoir le instant. J'ai utilisé Java 8. Donc là, ah oui, alors, ce paramètre, je vais passer à la lambda.